Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Éric Woerth, député Renaissance de l'Oise et ancien ministre. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Un nouvel épisode dans la réforme des retraites. La proposition de loi pour abroger la réforme est-elle constitutionnelle ou pas? Un nouveau bras de fer qui devrait se jouer d'ici le 8 juin. On va en parler avec vous, Éric Woerth, qui avait été président de la commission des finances précédemment, ce poste détenu aujourd'hui par Éric Coquerel de la France Insoumise. Petite précision, parce que habituellement aussi, vous siégez aux affaires étrangères, mais là, vous allez au front, si je puis dire, à la commission des affaires sociales, c'est ça. C'est dire si l'heure est grave du côté de la Macronie? C'est un texte que j'ai suivi, le texte retraite, de façon très approfondie avec beaucoup de mes collègues. Et donc là, on a une proposition de loi qui vise ce texte. Et donc, oui, j'ai demandé à faire partie de la commission des affaires sociales le temps de l'examen de ce texte, comme d'autres collègues. Parce qu'en plus, c'est assez technique. Alors hier, Éric Coquerel a jugé que la proposition de loi du groupe Lyot était recevable et qu'elle pouvait bien être discutée par l'Assemblée. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Éric Coquerel se trompe. Le président de la commission des finances, il a un peu la main sur l'utilisation de cet article 40 traditionnellement. Ça veut dire que, évidemment, les Français le savent pas trop, mais c'est un sujet très important sur le plan constitutionnel. Les députés, ils peuvent pas augmenter des charges, ils peuvent pas augmenter les dépenses, et ils peuvent pas baisser les recettes, sauf s'ils trouvent une compensation. Donc là, c'est une charge, c'est une dépense. Ce texte est clairement une dépense. Donc le président de la commission des finances, il doit le constater. Il peut interpréter quand il y a une marge d'interprétation, lorsqu'il y a un doute. Oui, mais grosso modo, il dit qu'il peut être discuté, qu'il ne met pas en danger plus que ça. Mais bien sûr que non. Il est là d'ailleurs par le règlement de l'Assemblée pour faire fonctionner l'article 40. Il est un peu le gardien du temple. Si le gardien du temple, il garde plus aucun temple, à ce moment-là, il faut procéder autrement. Ou alors, on dit qu'il ne faut pas d'article 40 de la Constitution, qu'il faut changer tout ça. J'étais d'ailleurs plutôt favorable à cela, mais enfin... oui, c'est ce que vous aviez dit vous-même. Oui, on ressort justement vos textes et vos prises de position. Elles sont parfaitement cohérentes. Je pense que le Parlement doit avoir la liberté, mais si le Parlement n'a pas la liberté parce que c'est la Constitution qui le décide et qu'on ne change pas cette Constitution, et a priori, il n'y a jamais une majorité pour changer la Constitution, il faut appliquer la Constitution. La démocratie, c'est l'application de la Constitution. Oui, mais... Et donc l'application de la Constitution, c'est de constater que le texte de ce groupe qui s'appelle Lyot, il augmente puissamment de 15 milliards les charges, les dépenses de l'État ou des régimes de sécurité sociale, et donc ça ne peut pas être déposé par des députés. Oui, mais il entend aussi qu'il peut y avoir d'autres solutions, que la proposition de loi est gagée, comme l'on dit on n'a pas le droit. Et que la charge qu'elle instaure est compensée par un autre dispositif. À savoir qu'une hausse de taxes, par exemple, sur les tabacs. Ça veut surtout dire que le crime est signé. Ça veut dire que si y a un gage, c'est que c'est bien une charge. Et donc c'est bien une dépense. Et ça, c'est pas contestable. Par ailleurs, on ne peut pas gager, c'est-à-dire compenser une charge. On peut le faire pour les propositions de loi au moment du dépôt. Au moment du dépôt. Là, on n'est plus au moment du dépôt. On peut le faire au moment du dépôt. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont un peu bancals comme ça. C'est jamais sur des sommes de cette nature. On est dans vraiment une autre nature. Beaucoup sont un peu bancals. Et donc, pour qu'elles soient déposées, c'est-à-dire enregistrées, et que les députés puissent avoir des propositions de loi déposées, on n'est pas très regardant, et ce qui a été le cas d'ailleurs, au moment du dépôt. Mais si l'article 40 est invoqué pendant l'examen, et là c'est le cas, l'article 40 était invoqué par la présidente de la commission des affaires sociales. Le président de la commission des finances répond. Il répond de façon partiale. Il dit non, au contraire, il prend de la hauteur. Il dit on peut l'examiner le texte et puis ensuite aux députés de décider. Si vous considérez que l'interprétation strictement politique et non juridique de la Constitution, c'est prendre de la hauteur, je suis pas d'accord avec vous. C'est au contraire baisser le niveau de démocratie. La démocratie, elle est régie par la Constitution de la Ve République. Ceux qui appliquent la démocratie ne peuvent
ceux qui appliquent la Constitution doivent le faire sans ambiguïté. C'est la démocratie politique qui est en danger à travers ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, Éric Woerth. J'aimerais bien que tout le monde s'en rende compte. Nous avons une Constitution. C'est ce qu'on n'ont pas les pays autocratiques, qui ne sont pas démocratiques, où ils ont des constitutions d'opérette que personne ne suit. Nous avons une Constitution qui est solide, qui résiste à tous les régimes depuis 1958, à toutes les formes politiques. Et nous devons évidemment la protéger telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des débats pour la changer, etc. Tout ça, c'est autre chose. Mais c'est pas aujourd'hui, on travaille à Constitution constante. C'est celle qui s'applique, qui doit être appliquée. Et le président de la Commission des Finances, il le fait pas uniquement parce qu'il est LFI, parce qu'il est insoumis, parce qu'il en a rien à faire, parce que c'est pas son sujet, parce qu'il veut faire de la politique. Il peut pas se réfugier derrière des arguments de bazar. Oui, mais les opposants, comme il le fait aujourd'hui. Les opposants à la réforme des retraites vous diront, regardez, dans les sondages, en fait, les gens sont opposés majoritairement à cette réforme des retraites et démocratiquement, quand même, on veut la faire adopter par la majorité. Mais alors à ce moment-là, il n'y a plus de Parlement. Enfin, c'est ChatGPT. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Parlement, il y a juste un relevé de données et de sondages. On dit 70% des gens sont contre et donc il faut voter comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'intérêt national, parfois, heureusement d'ailleurs, il n'enregistre pas une majorité. Il y a des Français qui sont contre parce que c'est un texte d'effort. Il y a des textes où vous donnez, donc c'est beaucoup plus simple. C'est un texte d'effort, c'est un texte nécessaire, absolument nécessaire pour la poursuite de notre modèle social et des retraites. Et d'ailleurs, en face, il n'y a jamais eu réellement de proposition très, très solide. Donc, le texte, il arrive en commission tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer en commission des affaires sociales tout à l'heure ? Aujourd'hui, le texte, il rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire il rentre dans l'Assemblée avec des votes qui auront lieu en commission selon il y a 2 articles et puis il y a des amendements de suppression. On verra si les députés votent ou pas en commission des affaires sociales ces amendements de suppression. S'ils ne les votent pas, il ira en ce qui serait publique. supprimé, c'est l'article qui vise à abroger la réforme, qui vise à aborder l'âge de 64 ans. Revenir en arrière, puisqu'aujourd'hui le texte il est adopté, c'est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, qui était promulguée par le président de la République, donc elle s'applique à partir du mois de septembre. Ce texte vise à la vider de sa substance, c'est-à-dire à baisser l'âge de la retraite, puisqu'aujourd'hui maintenant il est fixé à 64 ans, à le baisser à 62 et à également ne pas augmenter la durée de cotisation plus vite que ce qui était prévu antérieurement à cette loi. Bref, ça revient complètement sur la réforme. Alors les auteurs du texte ne proposent évidemment rien pour financer les régimes de retraite. Ils proposent juste de revenir à l'état antérieur. La France, parce qu'il y a d'autres solutions, d'autres pistes pour financer la hausse. Je le disais, taxe tabac et puis d'autres pistes qui avaient été évoquées. La taxe tabac, c'est le gage que l'Assemblée nationale prend en général, parce qu'on n'en trouve pas d'autres. Évidemment, on le lève, donc il n'est jamais appliqué. Parce que sinon, le prix du tabac, il serait au prix de l'or aujourd'hui. Donc le texte il va être examiné. Les commissaires de la commission des affaires sociales ils vont discuter des 2 articles. Le premier article étant celui de l'augmentation de la suppression de l'augmentation de l'âge. Et on verra s'il y a une majorité ou pas pour voter un amendement de suppression. Si l'amendement de suppression... Que peut-il se passer le 8 juin, alors, la si semaine l'amendement prochaine de suppression est voté, c'est comme c'est le texte de la commission qui arrive à l'Assemblée nationale, en séance publique, il arrive sans cet amendement. Il arrive vidé de sa substance. Sauf que le groupe Lyot peut avoir dit qu'il a encore des recours et des possibilités. Il peut évidemment proposer un amendement pour le réinstaller. Pardon, ça fait un peu tambouille tout ça. C'est la vie d'un texte dans une démocratie. Et à ce moment-là, il y a de nouveau un contrôle. En fonction de plusieurs articles du règlement et de la Constitution, mais notamment à nouveau un contrôle sur la base de ce fameux article 40. Tous les Français vont connaître maintenant l'article la plupart 40. des articles, le 49.3, le 40. Et là, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, en fin de compte, qui pourra sortir cet article
articles le président de la pour commission bloquer. des finances, le président de la commission des finances ne le fait traditionnellement que sur délégation de la présidence de l'Assemblée nationale, donc elle peut reprendre la main à tout moment. Oui. Bon. Mais c'est manifestement inconstitutionnel. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Pourquoi c'est anticonstitutionnel? Parce que c'est une charge. Tout existe. Mais pas tout existe. Non, non, non. Vous pouvez pas dire ça. En fait, du droit, c'est des sujets sérieux. Le droit, c'est le fondement de notre démocratie. Ouais. On peut pas dire cela. On peut pas prendre ça comme ça à la légère. La Constitution, c'est quelque chose de solide qui fonctionne si on l'exerce en droit et si on n'y instille pas sa propre opinion politique. Personne ne peut déroger à la Constitution comme cela. Bon, un autre fait dans l'actualité, ce sont ce qui a été lancé hier contre les fraudes sociales. Je sais que vous, à l'époque, quand vous étiez ministre en fait du budget notamment, vous en aviez parlé, mais on avait l'impression qu'on n'y touchait pas, que c'était tabou jusqu'à présent. Ça a jamais été les fraudes sociales. Non, ça n'a jamais été tabou. On a notamment, moi, je ne vais pas faire d'archéologie politique. On a évidemment, tout de même, évidemment fait beaucoup là-dessus et chaque gouvernement. Mais ça existe encore. Oui, mais ça existera tant que... Pardon, la fraude, ça existera tant que... Comme ce qui est interdit. Enfin, je veux dire, juste, il faut le chasser, et puis il faut l'éviter, il faut que ce soit très peu. Et donc, les fraudes sociales, elles existent, elles sont chiffrées, d'ailleurs, par le ministre Gabriel Attal, de 8 milliards d'euros, autant qu'on puisse chiffrer, évidemment, la fraude, qui, par principe, n'est pas révélée. Et on avait beaucoup fait des croisements de fichiers, tout ça était interdit. Enfin, bon, chaque gouvernement apporte quand il le souhaite. Ça n'a pas été le cas à l'époque de M. Hollande, mais là c'est le cas. Et le fait d'augmenter le rythme des contrôles, de se doter de moyens supplémentaires très importants, à la fois sur la fraude fiscale et à la fois sur la fraude sociale, c'est fondamental. On est un pays qui dépensons beaucoup, tout le monde l'a remarqué, avec beaucoup de choses qui sont prises en charge de façon privée, notamment par les ménages ou par les entreprises, sont parfois prises en charge par l'argent public en France. Nous dépensons beaucoup. Nous aidons beaucoup. Nous avons un modèle social extraordinairement généreux, entre guillemets, par rapport au reste du monde. Et donc, évidemment, il faut chasser la fraude. Est-ce qu'il est menacé, ce système? On sait qu'il y a des notations qui sont en cours. Il y en a une il y a quelques jours. Il y en a une autre qui est attendue ce vendredi par l'agence de notation Standard & Poor's. Et la France pourrait être dégradée et elle serait en danger. Elle a été par une agence qui s'appelle Fitch. Ça n'a pas eu d'incidence. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas eu d'incidence sur notre capacité à emprunter, sur la confiance que font les investisseurs. On verra ce que dira Standard & Poor's. Le ministre de l'économie a, je crois, rencontré cette agence. Je pense que la France est sur une trajectoire sérieuse, compliquée, puisque en France, le déficit est plus important qu'ailleurs, mais qu'il faut prendre des mesures de revue des dépenses, de mesures de l'efficacité de la dépense publique, qui est la clé. Moins de dépenses publiques, et en tout cas, freiner les dépenses qu'on va considérer comme inefficaces et assumer cela. Faire en sorte que la croissance potentielle du pays se développe, parce que c'est plus de rentrée fiscale, mais c'est aussi plus de pouvoir d'achat. Bon, la France est engagée sur ce chemin-là. C'est un chemin qu'il faut tenir pendant longtemps. C'est un chemin qu'il faut tenir pendant des années, et les finances publiques, c'est pas la cinquième roue du carrosse de l'État. C'est au contraire une condition fondamentale de notre souveraineté et de notre autonomie. Il nous reste 2 minutes. Elisabeth Borne a-t-elle eu raison de considérer que le RN est héritier de Pétain? Chaque formation politique, la plupart en tout cas, ont leur histoire. Et l'histoire du Front National, puis du Rassemblement National, elle existe, il y a des faits. Mais la question est, au fond, comment on combat aujourd'hui le Rassemblement National. On combat le Rassemblement National sur les idées qui sont les siennes aujourd'hui, sur les prises de position qui sont les siennes. Là, c'était des mots des années 90, comme l'a dit Emmanuel Macron. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait pour éviter cette progression lancinante du Front National en fonction des colères, des espoirs, des questions que se posent les uns et les autres dans notre pays, et Dieu sait que dans notre pays, on sait se poser des questions sur soi-même. Donc il faut avoir des réponses à ça. Et la réponse, la meilleure réponse à la montée des populistes, que ce soit des populistes d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est évidemment l'efficacité de l'état de droit, l'efficacité de la démocratie, le respect des règles, mais aussi le fait que les Français vivent mieux, que les Français soient heureux du pays, notre pays dans lequel on vive, que le pouvoir d'achat se développe,
développe, même s'il y a aujourd'hui de l'inflation, mais que globalement, en tendance, il se développe parce qu'on accroît la richesse, parce qu'on accroît le travail. Bon, donc elle a eu tort de dire ça, Elisabeth Borne. Non, mais moi, je ne vais pas juger de ce que dit le Premier ministre. C'est une analyse factuelle, et factuellement, elle a sans doute raison. Mais aujourd'hui, ce qui compte, on voit bien que plus personne, quand on vote pour le Front National, on ne s'intéresse pas à son histoire. On regarde ce qu'il propose aujourd'hui. Aujourd'hui, force est de constater qu'il propose rien du tout sur les retraites, puisqu'on en a parlé au début. Sur les retraites, il propose de revenir, alors non pas en arrière à 62 ans, mais enfin, il propose les 60 ans depuis bien longtemps. Mais ils ont changé. Ils n'ont pas changé. En réalité, ils n'ont pas changé. Donc, il propose systématiquement de fausses solutions. Et nous, on doit, à partir de solutions partagées, à partir de solutions parfois qui nécessitent des efforts, faire en sorte que notre modèle de vie soit un modèle à la fois généreux, mais aussi efficace pour les uns et pour les autres. Merci Éric Woerth. Et puis je précise au passage, même si on n'a pas le temps de s'y arrêter, que vous allez aussi réunir demain un colloque avec les acteurs du jeu en ligne, très important, à l'approche notamment de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques. Oui, les paris sportifs, les jeux de loterie, tout ça doit être régulé, mais ça doit aussi se développer. C'est des recettes pour l'État, mais évidemment, il faut faire attention à l'addiction, également au blanchiment éventuellement qu'il peut avoir. On va discuter de tout cela. Merci Éric Woerth. C'est une industrie et les Français sont très forts dans ce domaine. Merci Éric Woerth d'être venu ce matin au micro Sud Radio.